Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rita Germani. Je suis chef de projet en charge développement et innovation au sein du SPN. Donc aujourd'hui, on est tous ensemble pour une notice autour du décryptage des aides publiques dans le secteur du numérique. Pardon. En fait, on s'est rendu compte que pas mal d'entre vous avaient un projet d'innovation ou voulaient en développer en plus de leur activité principale, mais ne connaissaient pas forcément toutes les aides publiques, les statuts à avoir, surtout quand il y a de la recherche pour pouvoir développer ce projet. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce petit temps matinal avec vous. Et pour cela, on a Thomas qui est avec nous aujourd'hui pour l'animer et qui va nous donner donc toutes les clés pour décrypter toutes ces aides publiques. Donc, Thomas, je te laisse te présenter ABF Décision, et puis c'est à toi. Parfait. Merci Rita. Merci Géraldine pour l'invitation. Bonjour à tous, je suis Thomas Durieux, donc directeur du bureau Tours de la société ABF Décision. L'objectif, en effet, aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de hauteur par rapport aux aides publiques. On est aujourd'hui sur un contexte qui est très évolutif, les programmes d'investissement d'avenir, des nouvelles motions au niveau du crédit impôt recherche, France 2030, France Relance, les nouveaux programmes européens. Donc, je vais essayer de vous d'y voir un petit peu clair et je répondrai à vos questions à la fin de la présentation avec grand plaisir. Donc, juste pour nous présenter rapidement. Donc, voilà, nous, on est une société qui a 19 ans d'existence. Aujourd'hui, on est localisé donc Tours, d'où je vous appelle, et aussi à Bordeaux et à Nantes. Donc, on connaît très bien la région Nouvelle-Aquitaine. On est aujourd'hui 70 collaborateurs. Et on travaille sur tous les champs de développement des entreprises et évidemment, notamment sur le pan de la recherche et développement, qui est forcément un point très prégnant dans l'intervention des financeurs publics. Donc, d'abord, donner un petit peu de contexte sur qui sont les financeurs et quelles sont les grandes règles du jeu. C'est important pour comprendre ensuite comment sont versées ces aides et quels sont les plafonds d'intervention que va imposer l'Europe au niveau des aides que vous allez pouvoir percevoir. Le grand ordonnateur, le grand Manitou des aides, c'est l'Europe, puisqu'au départ, l'Europe interdit les aides publiques. Ça peut paraître paradoxal, mais on part d'une interdiction pour éviter que chaque pays membre ne joue pas avec les mêmes règles du jeu et éviter les questions de distorsion de concurrence. Donc, on part d'une interdiction pour ensuite faire des régimes dérogatoires par catégorie qui vont donner les règles du jeu et définir ensuite justement les plafonds d'intervention de ces aides. Donc, on va avoir des régimes dérogatoires pour les PME, pour l'environnement et un régime évidemment qui va nous intéresser aujourd'hui à la R&D qui donne, comme vous allez le voir tout à l'heure, voilà, et je le répète, les plafonds. Donc, toute aide publique que vous allez trouver au niveau français et européen devrait régir cette réglementation et respecter ces règles du jeu. Donc, ça, c'est au niveau des règles. Et ensuite, il y a évidemment les dotations. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 95% des dotations européennes sont distribuées par les États membres. Donc, par le biais des fonds structurels, vous avez sans doute déjà entendu parler des FEDER, qui est un des 4 fonds structurels. Ces fonds sont distribués sur des périodes de 7 ans. Donc là, on est sorti de la période 2014-2020 qui s'appelait H2020, Horizon 2020. Et là, on est en train d'entrer dans la nouvelle période qui s'appelle Horizon Europe, donc sur 2021-2027, et qui vont être mises en application par les régions, puisque en France, ce sont les régions qui sont autorités de gestion des fonds européens. Donc, si vous devez aller chercher du FEDER, vous devez vous adresser au guichet régional. Donc, 2021-2027, vous allez me dire, on est en 2022, ça devrait déjà être mis en application. Bon, les fonds européens, c'est des grosses machines, c'est des gros règlements à mettre en application. Il faut aussi faire on va dire les fonds de tiroir de toutes les dotations précédentes. En plus de ça, il y a eu le Brexit, le Covid. Donc là, on pense qu'en 2022, voire 2023, pour certaines applications, les nouvelles dotations européennes seront pleinement opérationnelles. Et dedans, tout ce qui est transition numérique, évidemment, est un gros pilier de déploiement des fonds FEDER pour obtenir des financements en lien avec vos projets. Ensuite, évidemment, on a l'État qui est particulièrement actif aujourd'hui autour de 2 grands on va dire, dispositifs. France Relance,
qui a été particulièrement prégnant sur la partie 2020-2022, où on est un petit peu sorti. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. Et France 2030 qui est en train de prendre le relais avec 30 milliards, en vrai, c'est 34 milliards d'euros qui est mise à disposition des entreprises pour financer de la R&D et des programmes d'investissement. On est un petit peu à la croisée des chemins. Par contre, vraiment, ce qui va financer la R&D, c'est le quatrième volet des programmes d'investissement d'avenir. À titre de comparaison, le PIA 3, qui était donc sur la période 2015-2020, ça représentait 10 millions. Donc là, ils ont doublé les dotations pour accompagner la R&D pour les entreprises françaises. Et puis évidemment, on va parler aussi du CIR, qui reste la première niche fiscale en France, puisque ça représente même, on est passé avec les derniers à de 6,7 millions d'euros par an. Donc les régions sont incontournables pour deux raisons. La première, c'est celle que je vous ai expliquée, ce sont eux qui vont distribuer les fonds européens. Et depuis 2016 et la loi NOTRe, c'est eux qui ont toute la compétence économique désormais et qui vont verser les aides en fonction de leur schéma de développement économique. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine est très interventionniste et accompagne les entreprises dans leur transition digitale de manière générale et également les acteurs numériques. Et puis ensuite, vous allez, alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais vous allez avoir une multitude d'organes publics, pas publics, qui vont intervenir sur les catégories précises. Alors, BPI France est devenu omniprésent aujourd'hui, puisque en plus des aides que vous connaissez sans doute, où ils vont financer de l'innovation avec des prêts ou des avances remboursables, ce sont eux qui sont autorités de gestion du plan de relance de France 2030. Donc aujourd'hui, ils sont présents partout. Ils vont intervenir main dans la main avec l'ADEME, qui va souvent, l'ADEME va intervenir plutôt sur les questions de transition écologique. Et puis ensuite, on a d'autres opérateurs, France Agrimet pour la partie agricole ou les agences de l'eau pour des sujets d'économie d'eau ou de dépollution de l'eau, et j'en passe et des meilleurs. Voilà au niveau de la petite présentation de qui fait quoi. C'est voilà, des organes que vous risquez de relever face à vous quand vous allez faire des sollicitations de financeurs publics. Donc, on va regarder évidemment les trois grands pays que je vous ai décrits. On va évidemment s'attarder sur la partie innovation qui vous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Et donc, on va commencer par définir ce qu'est l'innovation, puisque c'est très important en fonction des aides que vous allez mobiliser, et notamment la différence entre la R&D et l'innovation. Donc, la R&D, on est sur une amélioration des connaissances, on est sur une rupture avec l'état de l'art. C'est-à-dire que vous avez une problématique technique, vous devez la résoudre et vous devez vous confronter avec le monde de la connaissance dans votre domaine pour voir si vous avez des réponses à ces problématiques. S'il n'y a pas de réponse existante et donc dans l'état de l'art, vous n'avez pas de réponse, vous devez vous-même porter des travaux et à ce moment-là, vous faites de la recherche et développement. Donc, la R&D, on est loin du marché, on est vraiment sur une amélioration des connaissances. Alors qu'à l'inverse, l'innovation, on va être en rupture avec l'état du marché et on va proposer un service, un produit qui est plus performant que ce qui existe sur le marché. Et donc, en ce sens, le R&D est une sous-catégorie de l'innovation. Alors, la grosse difficulté qu'on a avec le numérique et le digital, c'est qu'on n'a pas vraiment d'état de l'art, ça bouge tous les jours, publication ou autre. Donc, c'est la grosse difficulté qu'on rencontre dans le domaine du numérique pour caractériser est-ce qu'on est dans le champ de la R&D ou de l'innovation. Et notamment au niveau du crédit impôt recherche, en cas de contrôle, on va pouvoir parler. On est un peu vraiment à la limite qu'il faut être en mesure de prouver qu'on fait bien de la R&D dans le cadre de ces travaux. On va y revenir pour le CIR, mais ça, c'est une notion importante de différence, puisqu'en fonction, les aides vont prendre différentes formes. Plus on est sur la phase de R&D, plus on est en amont, et plus les aides vont avoir la chance de prendre une forme de subvention, alors que sur l'innovation, on se rapproche du marché, et souvent, on peut hybrider les aides entre des subventions, des avances récupérables, voire même uniquement du comme ça peut être le cas avec BPI France, par exemple, sur leur prêt innovation R&D. Donc ensuite, évidemment, les dépenses, c'est des dépenses sur la rénovation qu'on retrouve systématiquement sur tous les dispositifs qui sont pratiquement tout le temps les mêmes. Donc des frais internes principalement et de manière générale, des frais de personnel.
Aujourd'hui, si vous sous-traitez intégralement une innovation par le biais d'un prestataire et qu'il n'y a pas de frais de personnel interne, c'est très compliqué d'aller chercher des aides à l'innovation. Donc, il faut bien sûr prouver que vous ou votre personnel mène à bien des projets d'innovation, même si c'est avec certains prestataires externes. Ensuite, on va avoir des frais de fonctionnement qui sont souvent forfaités au montant des frais de personnel, des dotations aux amortissements, donc éventuellement si vous avez du matériel productif qui est utilisé pour mettre à bien votre projet d'innovation. Et puis enfin, tous les frais externes, donc avec des prestataires, et puis en propriété intellectuelle, même si je sais que dans le monde du digital, c'est très compliqué de déposer des brevets ou autres, et si ça peut arriver, et donc ça fait partie évidemment du giron de dépenses éligibles. Et vous voyez en bas, là, on retrouve les pourcentages dont je vous parlais qui correspondent au pourcentage du régime R&D en fonction de la nature, de comment on va caractériser sa R&D. Est-ce qu'on est sur de la recherche fondamentale? Bon, ça, c'est très rare, hein, c'est plutôt dans le domaine de la pharma, par exemple. Recherche industrielle ou la plupart du temps du développement expérimental, on va avoir des taux d'intensité qui varient, qui vont devoir être respectés par les financeurs publics. Ensuite, on a une deuxième notion très importante pour caractériser la R&D et vos projets de R&D, c'est le niveau de TRL. Donc, TRL, ça veut dire en anglais Technology Readiness Level, donc niveau de maturité technologique. Et donc, c'est une échelle de 1 à 9 qui est appliquée au niveau européen aujourd'hui, qui définit à quel niveau de maturité se situe votre innovation au moment où vous engagez vos dépenses. Donc, on va dire que les TRL, si je résume, 1 à 3, vraiment de la recherche fondamentale, on part de la feuille blanche. Les TRL qu'on va les plus souvent trouver pour des entreprises, ce sont les TRL de 4 à 6 qui vont vous permettre de passer à ce qu'on appelle une preuve de concept ou un prototype. Et ensuite, de 7 à 8, on va plutôt rentrer dans des phases de test, de pré-industrialisation et de commercialisation. Donc voilà, quand je vous disais que les aides publiques pouvaient varier, ça va être en fonction du budget et du niveau de TRL de votre innovation. Et donc, en ce sens, on arrive voilà, à une petite cartographie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez ici une idée. Donc, en abscisse, vous avez justement le niveau de TRL. Où est-ce que vous vous situez dans votre innovation? Et ensuite, on a des notions de budget qui peuvent appliquer en fonction des dispositifs qu'on va aller chercher. Donc, par exemple, si on est sur des, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, sur des phases amont, sur des TRL faibles, vous voyez le code couleur vert, c'est subventions. On a plus d'aller chercher des subventions. Et on peut cumuler, et ça évidemment, on en parler avec le crédit impôt recherche. Et ensuite, plus on va avancer et plus on va se retrouver proche du marché, et plus l'aide a une chance d'intervenir sous forme de prêt ou d'avance rémunérable. Donc, pour vous donner la différence, prêt, donc vous devez rembourser quoi qu'il arrive. Généralement, il y a un différé au niveau de la mise en place de votre projet. Alors, avance récupérable, c'est un prêt qui peut se transformer en subvention si jamais il y a un échec technique ou commercial de votre innovation. Donc, vous mettez en place une clause d'échec avec le financeur. En fin de programme, on regarde s'il y a eu un échec, un semi-échec ou un succès. Succès complet, on rembourse l'intégralité de l'aide à taux zéro. Et s'il y a un échec, vous gardez une partie de l'aide et vous ne remboursez qu'une partie. Et donc, il y a une partie qui reste en subvention pour votre entreprise. Donc, on retrouve les deux opérateurs. Oui, Excuse-moi, oui. ça lag un petit peu. Est-ce que ça ne te dérange pas de couper ta caméra, s'il te plaît, pour qu'on puisse mieux t'entendre peut-être? Merci beaucoup. Alors, arrêtez vidéo. Voilà, j'espère que ça va mieux marcher. Donc, on retrouve les principaux impérateurs dont je vous parlais. BPI France qui va intervenir sur la partie faisabilité, soit avec l'aide classique, on va dire nationale, jusqu'à 5 000 €, soit si vous rentrez dans le domaine d'activité stratégique de la région, le PIA régionalisé. Donc, c'est le PIA 4 qui est mis en application au niveau régional, où on peut aller jusqu'à 200 000 € de subvention. Et ensuite, on va avoir la région qui va intervenir sous forme de subvention. Et le PIA régionalisé peut s'appliquer aussi au niveau de la partie prototypage et industrialisation. Un petit focus sur le P4, puisque c'est aujourd'hui des appels à projets qui ouvrent pratiquement tous les jours. Une mise en application effective là, depuis fin 2021, début 2022.
et avec des dotations très importantes qui sont mises à la disposition des entreprises. Donc, le PIA, ils ont mis 20 milliards d'euros. Pour que vous compreniez, 12,5 milliards sont mis sur ce qu'on appelle de l'innovation dirigée. C'est-à-dire qu'on emmène les entreprises vers des filières bien spécifiques, soit où on est déjà très bon en France, soit qui visent à soutenir l'économie. Donc, ces 12,5 milliards, ils sont répartis, là, vous voyez, hein, sur différents phasages, soit vraiment des programmes de recherche pure, soit de la démonstration et de l'amorçage de la R&D, et ensuite sur tout ce qui est déploiement et accélération de la notamment avec fonds propres. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle l'innovation plutôt structurelle pour financer vraiment le monde de la recherche à hauteur de 4,25 milliards et aussi mettre en place des aides à l'innovation un peu plus génériques, parce que si jamais on ne rentre pas dans l'innovation dirigée, il faut pouvoir quand même soutenir les entreprises. Et là, on a des programmes un petit peu plus génériques en propre ou en collaboratif. Et on va voir d'ailleurs que le programme Innov rentre dedans. La GNEF a ouvert vendredi dernier et je vais pouvoir vous présenter ça. Donc, sur l'innovation dirigée, comme je disais, ils ont mis en place des stratégies d'accélération. Donc, vraiment avec des appels à projets spécifiques pour des filières bien précises. Et donc, pour s'inscrire et faire en sorte que les entreprises françaises soient les champions de demain au niveau européen et mondial dans ces filières très spécifiques. Donc, il y a 3 grands piliers, la transition écologique, les technologies numériques et santé. Et on voit qu'au final, le numérique, il transpire un petit peu partout, hein, évidemment en lien avec les 4 thématiques que vous voyez ici. Dans la santé, dans la transition écologique, il y a tout ce qui est digitalisation des mobilités. Et même de manière plus large, hein, on peut être sûr que le digital est présent partout dans tous ces dispositifs. Donc ça, ce sont les stratégies d'accélération. Et par exemple, je vous ai donné un exemple d'appel à projet qui est sorti. Donc, il y en a plusieurs. Je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais sur le développement des technologies cyber innovantes critiques, avec 4 axes bien spécifiques sur la protection des infrastructures, la protection la sécurité de l'IoT et les briques techno spécifiques à certains secteurs clés. Donc, la cyberdéfense, la cybercriminalité est un axe prioritaire aujourd'hui de l'État. Et donc, on met en place des appels à projets pour soutenir les entreprises qui ont des travaux dans ces sujets-là. Donc, au niveau des critères, hein, on est au moins sur 1 million d'euros de dépenses sur 12 à 36 mois. Ce seuil, il est abaissé à 500 000 euros pour les jeunes pousses. Donc, une jeune pousse, c'est une jeune entreprise de moins de 8 ans hein, qui a déjà eu une aide à l'innovation, si je résume. Ça peut être sur des projets individuels ou collaboratifs. Et donc là, l'intensité, vous voyez, varie de 25 à 80%. 80%, c'est pour une entreprise qui travaille en collaboratif et qui va faire de la recherche industrielle. À l'inverse, 25%, c'est pour une ETI sur un projet propre, sur du développement expérimental. Donc, vous voyez, le curseur varie en fonction de la taille de votre entreprise, de la nature et du niveau de R&D, où est-ce que vous vous situez en termes de TRL. Et on est sur des aides qui sont la plupart du temps sous forme de mix subvention, avance récupérable. Et donc, on parlait aussi donc plus générique. Donc, le concours Innov, c'est un peu, on va dire, la Ligue 1 des aides publiques à l'innovation. C'est le dispositif le plus incitatif en France, financer des projets individuels d'entreprises de PME. J'insiste bien donc sur le terme PME. Aujourd'hui en France, là, il y a à peu près 2 appels à projets par an avec 9 vagues. Donc là, on est sur la 9e vague. Et habituellement, on est plutôt sur des focus sectoriels très pointus, assez des marchés de niche. Là, on peut voir que comme il y a les pays A4 avec les stratégies d'accélération qui couvrent déjà ces marchés de niche, là, ils ont fait un concours d'innovation beaucoup plus générique. Donc, on trouve les 4 thématiques, santé, transport, énergie et évidemment le numérique, où là, on retrouve voilà, tout ce qui est sous-secteur du numérique autour des technologies quantiques, de l'intelligence artificielle, du big data, de la blockchain, réalité virtuelle, 5G, cybersécurité. Donc là, quel que soit le champ et le secteur de mise en application, vous pouvez rentrer dans le sujet. Par contre, l'assiette de dépenses, normalement, elle était de 600 000 euros. Elle a 1 million d'euros, donc sur 36 mois. Donc, c'est quand même des montants importants. Et on est sur un programme qui est assez élitiste, hein. On est à peu près sur 20% d'élus sur 100 dossiers. On a à peu près 20 de retenus. Par contre, le jeu en vaut la chandelle, parce
que si vous êtes une start-up, enfin, en tout cas une entreprise de moins de 50 salariés, on peut aller chercher jusqu'à 45%. Enfin, on va chercher jusqu'à 45% du montant des dépenses, avec 3 quarts en subvention et un avance récupérable. Et donc, cet appel à projet est ouvert jusqu'au 22 mars. Donc, c'est maintenant que ça se passe si vous voulez engager déposer un dossier. Donc, évidemment, je vais aussi parler du crédit d'impôt recherche. Donc, d'abord, quelques chiffres pour vous montrer que le crédit d'impôt recherche continue d'augmenter. On est aujourd'hui plutôt autour de 1,8 milliard. On a des dépenses de R&D dans le crédit d'impôt, autour du crédit d'impôt recherche, des dépenses d'innovation avec le crédit d'impôt innovation et aussi sur des nouvelles collections. La recherche représente 94% des dotations, notamment parce qu'on est sur une aide qui est non plafonnée, au C2I qui est plafonnée à 80 000 euros. Donc, les PME sont les principales bénéficiaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les rémunérations du personnel, comme je vous le disais, représentent 50% des dépenses déclarées aussi. Donc, c'est le champ de dépenses principal. Alors, il y a quelque chose qui a changé depuis 2 ans, c'est important de le spécifier. On ne parle plus de projets de R&D, on ne travaille plus en silo sur des projets. Désormais, il faut présenter ce qu'on appelle des opérations de R&D. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de transversalité entre les projets. On pouvait travailler sur une brique techno ou une sous-brique techno dans un projet qui était mis à contribution d'un autre. Donc là, vous voyez qu'une opération de R&D vise à répondre à une question scientifique et technique et qu'il peut y avoir de la transversalité, soit sur de l'horizontal, soit sur du vertical. Et donc aujourd'hui, il faut présenter des opérations de R&D et non plus des projets quand vous devez justifier votre crédit d'impôt recherche. Donc les 5 critères qui démontrent qu'on est bien sur une activité éligible au CIR, c'est donc les 5 critères que vous voyez ici. La nouveauté, la créativité, comporter un élément d'incertitude, être systématique et être transférable ou reproductible, avec la notion notamment de scalabilité. Donc, ce sont ces 5 points qui doivent être prouvés pour démontrer que vous avez une opération qui est éligible au crédit d'impôt recherche. Donc là, on reprend un petit schéma que je vous ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez des difficultés techniques? Si vous n'en avez pas, vous ne faites pas de la R&D. Est-ce que vous avez la réponse dans l'état de l'art pour résoudre vos problématiques techniques? Si vous avez cette réponse dans l'état de l'art, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, donc vous n'êtes pas de la R&D. Par contre, au contraire, si vous n'avez pas les réponses, là, en l'occurrence, vous rentrez dans le champ de la recherche et développement. Donc, il y a toujours ce que je vous présente ici sur cette slide, c'est une condition sine qua non qui va définir si vous faites de la R&D ou pas. Mais forcément, ce sont des gros indicateurs qui vont conforter généralement le financeur public et le ministère de la Recherche quand ils vont vous contrôler sur votre crédit d'impôt recherche. Donc, est-ce que vous faites intervenir des docteurs ou des doctorants? À minima, il faut quand même que toutes les personnes qui travaillent sur les sujets de R&D soient Bac 5, donc un niveau au moins ingénieur. Si vous n'avez aucun Bac plus 5 dans vos équipes, vous n'êtes pas éligible au CIR. Donc, est-ce que les résultats de votre projet font objet de publication? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec un laboratoire technique? Vous travaillez avec un prestataire qui est agréé CIR? Et on va parler ensuite pour vous quelles sont les modalités pour être vous-même agréé. Est-ce que vous bénéficiez d'aide publique à la R&D? Et donc, ça, c'est très important. Donc, on peut évidemment cumuler les aides publiques et le crédit d'impôt recherche. Puisque le crédit d'impôt recherche, c'est vrai que j'ai oublié de vous présenter ça de manière très globale, c'est 30% des dépenses de R&D déplafonnées et on valorise rétroactivement aux dépenses sur l'année N-1. Par exemple, vous allez déclarer votre CIR au titre de l'exercice 2021, pardon. Et si jamais vous avez une subvention à la R&D, tout simplement défalque du montant des dépenses éligibles pour cumuler les aides publiques et le CIR. Aujourd'hui, si vous faites que du CIR sur une base 100, vous avez 30. Alors que si sur cette même base 100, vous avez été capté 45% par exemple de subventions avec un IVA, on valorise les 30% sur les 65 restants. Et donc, vous avez plus de 60 ou 65% de taux de soutien à la R&D. Donc, les différentes étapes pour valoriser votre CIR, c'est d'abord de bien définir le périmètre des projets d'innovation et donc des opérations de R&D éligibles au CIR.
Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail de bien définir le périmètre des dépenses éligibles au CIR, attention de créer un recherche à une particularité. Pour qu'un organe agréé rentre dans votre périmètre de dépenses, il faut que ce prestataire soit agréé Crédit Impôt Recherche, ce qui n'est pas le cas des aides à l'IA. Et donc, on peut avoir aussi des jeux de cumul et d'optimisation des aides publiques en fonction des dispositifs qu'on va activer. Ensuite, on fait évidemment le calcul de son CIR. Donc, par rapport à toutes les dépenses qui sont éligibles, on prend les 30% et on mobilise son CIR avec le CERFA au moment de l'envoi de votre notice fiscale. Donc, évidemment, qui dit crédit impôt recherche dit demande d'informations complémentaires ou dit contrôle fiscal. Donc, oui, il faut être en mesure de l'anticiper. La plupart du temps, on est sur une vérification de la comptabilité ou des contrôles spécifiques. Donc, c'est l'administration fiscale, évidemment, qui est l'autorité compétente et qui va s'appuyer, puisque donc, ces fiscalistes ne sont pas des scientifiques, sur le ministère de la Recherche pour bien valider que la nature des travaux sont des travaux de R&D ou non. Et donc, vous avez jusqu'à 3 ans pour vous faire contrôler. Une fois passée cette 3e année, être sûr que vous n'aurez plus entre guillemets, de problème pour vous faire contrôler votre CIR. Donc ça, c'est le côté, on va dire, embêtant. Par contre, à l'inverse, si on prend le verre à moitié plein, ça veut dire que si vous n'avez jamais déclaré de CIR ou de C2I et que vous étiez éligible au dispositif, vous pouvez remonter jusqu'à 3 ans en arrière pour valoriser le CIR ou le C2I. Et donc en l'état, ça fait l'objet de ce qu'on appelle une réclamation contentieuse où on peut revenir sur les 3 dernières années. Les réclamations contentieuses, anticiper un contrôle, puisque tout de suite, vous allumez les diodes auprès de l'administration fiscale et donc, généralement, vous générez un contrôle automatiquement. Donc, si vous faites une réclamation contentieuse, préparez-vous à avoir un dossier technique pour justifier du montant des dépenses de CIR que vous avez. Donc, les 3 principaux motifs de contrôle, et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à penser que c'est qu'ils vont vérifier que les dépenses que vous avez valorisées, elles ont été bien calculées. Pas du tout. Ils vont d'abord vérifier si vos projets et vos opérations, c'est bien de la R&D ou pas. C'est pour ça qu'un CIR peut passer de 100 à 0 si jamais tous les projets que vous présentez, vous les avez présentés au titre du CIR, que c'était 100% de l'innovation. Donc ça, c'est très important. Ils vont d'abord vérifier par le biais du ministère de la Recherche quelle est l'éligibilité projet de R&D. Ensuite, ils ont fait ce travail, ils vont préqualifier les opérations et ensuite, évidemment, ils vont vérifier que le personnel éligible est bien qualifié, que vous avez bien fait vos dépenses et qu'au niveau de la sous-traitance, vous travaillez bien avec des organes agréés ou des organes publics qui, eux-mêmes, depuis 2022, doivent faire une demande d'agrément pour être référencés auprès de l'administration fiscale. Donc, les différents moyens de sécuriser son CIR, dans l'idéal, si vous avez la possibilité de le faire et suffisamment de visibilité, c'est de faire un rescrit, c'est-à-dire qu'on anticipe le contrôle et on fait une demande à l'administration fiscale avant la déclaration du CIR. Donc, vous présentez une opération de R&D dans la limite des 6 mois dans le dépôt de votre CERFA et l'administration rend un compte-rendu qui valide ou non votre rescrit et qui fait que pendant 3 ans, vous êtes tranquille au niveau des contrôles pour déclarer votre CIR. Alors, on peut quand même avoir des demandes d'informations complémentaires d'administration fiscale pour bien valoriser que le calcul a été bien fait, mais normalement, l'éligibilité des travaux devrait être déjà validée dans le cadre rescrit. On peut aussi faire un contrôle sur demande voilà, pour authentifier, une fois que vous avez déposé votre CIR, que vos travaux sont bien de la R&D. Après, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrôle, demande d'informations complémentaires suite à la déclaration de votre CERFA. Et donc là, il faut constituer un dossier justificatif qui justifie du caractère R&D des travaux, de la rupture avec et des justifications des dépenses qui ont été retenues. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment vous pouvez bénéficier de l'agrément pour que les dépenses en tant que sous-traitant rendent le périmètre des dépenses au titre du CIR pour vos clients, puisque forcément, c'est un levier commercial très important.
pour permettre de diminuer de 30% le montant de vos factures. Donc, pour ça, il faut faire une demande à l'administration fiscale pour être agréé et pour prouver que vous menez à bien des travaux de recherche ou d'innovation, ou les deux. On est sur deux agréments différents auprès de l'administration pour une période de 3 ans. Donc, pour le CIR, pour une demande, elle doit être adressée entre le 15 décembre et le 15 mars de l'année demandée. Sinon, vous perdez 1 an. Et pour les renouvellements d'agrément, ils doivent se faire entre le 1er septembre et le 30 novembre. Pour le C2I, c'est différent. La demande doit être faite avant le 30 septembre de l'année demandée. Et pour les renouvellements, avant le 30 septembre, pardon, suivant la dernière année accordée. Donc, l'agrément CIR, il est constitué d'un CERFA spécifique, une présentation du personnel qui se limite à 5 chercheurs, une présentation de l'organisme et présentation d'un projet de R&D qui a été achevé depuis moins d'1 an. Et donc, en ce sens, vous pouvez obtenir l'agrément. Attention, si vous êtes agréé, vous devez retirer votre assiette de dépenses CIR, de votre propre CIR, toutes les dépenses qui sont exposées pour la réalisation d'opérations de recherche au titre de vos clients. Donc, on ne peut pas cumuler. Alors, il y a eu une jurisprudence depuis l'année dernière, puisqu'avant, on enlevait carrément tout le montant, toutes les dépenses. Là, ce sont juste les dépenses liées aux opérations qui sont sous-traitées, ce qui peut paraître beaucoup plus logique. Donc, voilà au niveau de l'innovation. Et donc, il y a 2 nouveautés là, pour l'année 2022 qui a été validée sur la loi de finances 2022 avec un crédit d'impôt dédié à des travaux collaboratifs, donc qui vise à vous inciter à faire des travaux collaboratifs. On est sur un taux de 50% pour les PME, donc très incitatif. Il est complémentaire du CIR ou du C2I classique. Et donc, il valorise des travaux menés dans le cadre d'un fonds de 6 millions d'euros en lien avec des organismes de recherche. Il faut attention bien que le consortium, donc le contrat qui est fait avant l'engagement des travaux. Sinon, vous ne pouvez pas être éligible au crédit d'impôt recherche collaborative. Et puis aussi, une évolution majeure, c'est au niveau du crédit d'impôt innovation, puisque compter, alors là, par contre, de l'année prochaine, alors ils ont donné d'un côté, ils ont repris de l'autre, puisqu'ils suppriment le forfait de fonctionnement. Donc, les frais de fonctionnement, c'était 43% des frais de personnel. Donc, ça, ils l'enlèvent de l'assiette éligible. Par contre, à l'inverse, ils portent le crédit d'impôt de 20 à 30% des dépenses. Et aussi le statut de jeune entreprise innovante, donc il a été augmenté la période. Avant, on s'arrêtait aux 8 premières années d'existence de l'entreprise. Pour rappel, le statut JEI, il faut dédier au moins 15% de ses charges à la R&D pour être éligible et donc être dans ces 11 premières années d'existence pour bénéficier graduellement d'exonération d'IS et d'exonération sur vos charges patronales et fiscales. Donc voilà sur la partie innovation. Alors sur la partie investissement, je vais juste vous présenter un petit peu le programme France 2030 pour que vous ayez de l'actualité sur le sujet. Donc France 2030, comme je disais, ça prend le relais du plan de relance qui est en train de se terminer, puisqu'aujourd'hui sur France Relance, on n'a pratiquement plus d'appels à projets ouverts, ou ceux qu'on voit réouvrir, ce sont plutôt des annonces pour remettre un billet supplémentaire pour soutenir tous les projets qui sont en file d'attente aujourd'hui. Donc, France Relance, c'était vraiment un plan d'investissement. On soutenait de l'investissement. Là, France 2030, vous voyez, on retrouve un petit peu les thématiques qu'on a vues de PIA4. On est un peu à la croisée des chemins entre le PIA4 et France Relance. Donc, on a envie de soutenir des domaines bien spécifiques. D'ailleurs, sur les 34 milliards, vraiment, il y a des fonds qui se croisent entre ceux du 4, c'est très clair. Et donc, on va intervenir autour de 10 objectifs et de 3 grandes catégories: le mieux produire, le mieux vivre et le mieux comprendre. Donc, dans le mieux produire, on a tout ce qui est lié à l'énergie, le nucléaire, l'hydrogène vert, les avions et les véhicules bas carbone. Sur le mieux, on a l'alimentation, santé et tout ce qui est contenu culturel et créatif. Et sur le mieux comprendre, on a le spatial et les fonds marins. Et évidemment, le digital, encore une fois, rayonne dans l'ensemble des dispositifs. Donc, sur les 34 milliards, il y aura 30 milliards en subventions et 4 milliards en intervention en fonds propres, dont 3 milliards vers des startups.
Donc, ça peut être un vrai accélérateur pour vous, pour que BPI, opérateur, banque de territoire ou autre, interviennent au capital de votre société, sachant que quand c'est un acteur public, évidemment, il est peut-être moins interventionniste qu'un acteur privé et il a vocation à sortir et d'être un vrai accélérateur pour votre développement. Donc, voilà, on a la déclinaison là, de tous les secteurs qui sont accompagnés avec les dotations en face. Donc, les 34 milliards vont être mis en application sur une durée de 5 ans, puisqu'on voit sur 2022, il y a entre guillemets 3,5 milliards qui sont mis en application. Donc, avec un focus sur les biomédicaments, sur l'hydrogène vert et sur la robotique et l'industrie du futur. Et c'est là où justement le volet numérique dans le cadre de l'industrie du futur est très prégnant. Sur ces 800 millions, par exemple, il y a eu un appel à projet pour le développement de R&D de solutions pour l'industrie du futur, donc des robots ou des solutions digitales très poussées. Et il y a 400 millions qui devraient arriver pour des investissements en lien avec la transformation des sites industriels. Donc là, on attend l'appel à projet qui devrait sortir au premier trimestre. Donc, on a beaucoup cette logique d'AMI, d'manifestation. On remonte les besoins des filières et ensuite, on redescend des appels à projets. Donc, apparemment, l'appel à projet devrait redescendre autour de mi-février, qui correspond exactement au cahier des charges de l'aide et aux besoins des entreprises. Comme je vous disais, donc, le plan de relance est en train de prendre fin. Ils ont quand même prolongé le régime Covid. Donc, le régime Covid, c'est un régime qui est créé spécifiquement par l'Europe pour soutenir les entreprises pendant la pandémie. Il disait, voilà, toute entreprise qui a eu un impact négatif de la crise peut bénéficier d'une aide. Alors, d'abord, le plafond était à 800 000 euros. Après, il a été monté à 1,8 million. Et là, il est monté jusqu'à 2,3 millions. Et donc, peut bénéficier d'aide pour leurs investissements dans la limite de ce plafond. Et donc, il est prolongé jusqu'au 30 juin. Je pense que c'est justement pour permettre la fin de l'instruction de tous les dossiers qui ont été déposés, qui sont encore en cours d'instruction, et pouvoir ces aides sur ce régime Covid qui est très incitatif. Et on a aussi, bon là, je vais passer vite parce que c'est plutôt pour des projets d'investissement, la nouvelle carte des zones AFR qui sont des zones, on va dire, qui sont en tension industrielle ou en bonus qui sont appliqués pour les investissements des entreprises sur ces territoires-là. Donc, on retrouve, là, je ne sais pas si vous voyez, le régime RE qui dicte justement les fameux plafonds dont je vous parlais tout à l'heure. Et on retrouve là les 25%, vous voyez, pour une grande entreprise sur du développement expérimental. Bon, les aides aux investissements, je vais passer très vite. Je pense que vous êtes tous très proches de la région Nouvelle-Aquitaine qui est bien placée pour intervenir auprès des entreprises, avec notamment des dispositifs vraiment dédiés au numérique. Donc, soit pour les industriels qui veulent justement vers l'industrie du futur et vers le numérique, avec le chèque passion numérique qui est versé sous forme de subvention. Après, on a une multitude d'aides qui vont viser à soutenir l'investissement productif, le recrutement de personnel qualifié, donc avec des aides en subvention qui vont plus donc intervenir sur une logique qualitative. On aide le recrutement de nouvelles ressources et de ressources qualifiées dans votre entreprise. On a les sujets liés à l'amélioration des conditions de travail. Et j'ai passé les sujets, tout ce qui est sujet ADEME, Agence de l'eau sur l'environnement, parce que je me suis dit que forcément, de par votre activité, ce n'était pas forcément le plus adapté. Mais je pourrais répondre aux questions si vous en avez sur le sujet. Et puis voilà, pour être exhaustif sur les aides à l'export. Donc, les aides à l'export, elles vont viser à soutenir la prospection et l'effort de prospection à l'international. Donc là, c'est vrai qu'avec la pandémie, les déplacements et les salons ont été fortement réduits. Mais en gros, vous allez avoir 4 gros postes de dépenses, les frais de communication et de traduction de vos supports de communication en langue étrangère. Évidemment, tous les frais de déplacement liés à la participation à des salons, à des missions à l'étranger. Les frais de conseil pour adapter un contrat à l'étranger, étendre un brevet à l'étranger, travailler avec un avocat spécialisé ou un organe vous aider à faire une implantation à l'étranger, et les frais de recrutement pour recruter des compétences dédiées à l'export. Et donc là, vous allez avoir soit des subventions de la région, en fonction, voilà, si c'est un primo-exportateur ou un exportateur confirmé, vous allez avoir un budget qui diffère, et un gros dispositif qui est connu, qui est très connu, qui était avant géré par la COFAS, qui est maintenant géré par BPI,
qui est l'assurance prospection. Donc là, on est vraiment sur une avance remboursable en cas de succès. BPI vous donne 65% de votre budget de prospection sous forme de prêt. Et ensuite, ils vont regarder par rapport au chiffre d'affaires fait à l'étranger dans les pays visés à hauteur de 10% et vous rembourser à hauteur justement des 10% réalisés en chiffre d'affaires sur les pays visés. Voilà, j'ai fini la présentation. Alors, on va faire une slide récapitulative sur les 4 grandes règles à respecter quand vous faites votre demande d'aide publique. D'abord, c'est valider son éligibilité. Il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de fonds propres des entreprises, puisque par définition, si vous avez des fonds propres négatifs, une entreprise, un financeur public ne peut pas intervenir pour prise en difficulté. Les fonds propres négatifs sont un des critères. Et donc, en cas de fonds propres négatifs, ça va être très compliqué. Il faut penser d'abord à recapitaliser avant d'engager des démarches d'aide publique. De la même manière, BPI, par exemple, va plafonner son intervention au niveau des fonds propres. C'est aussi pour ça qu'on a souvent des petites aides, entre guillemets, pour des startups en amorçage, en démarrage. Les grosses aides de subvention ou d'avance vont plutôt dans un second temps quand il y a déjà eu une phase d'accélération et notamment une levée de fonds pour les startups. Donc ensuite, on valide bien son éligibilité aux aides. Bon, vous concernant, par rapport à votre profil, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est notamment plutôt les entreprises de négoce, de logistique qui vont être hors champ des aides publiques. Et on regarde bien le projet en adéquation avec les objectifs de l'aide. Bon, avant, on pouvait vous demander, par exemple, certaines créations d'emplois. Désormais, c'est plutôt un bonus à mettre en avant dans le cadre de vos démarches, plutôt que contrepartie qui est demandée. Par contre, c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place sa feuille de route Néoterra qui vise justement à avoir une contrepartie d'un point de vue environnemental global pour verser ces aides. Ensuite, la règle d'or des aides publiques, c'est la incitativité. L'aide publique doit être demandée en avance de phase et avant le démarrage des projets pour être éligible. Donc, ça signifie qu'il faut que vous déposiez votre dossier ou que vous saisissiez le financeur public avant d'avoir commencé l'engagement de vos dépenses. Donc, pour de l'innovation, on peut un petit peu retomber sur ses pieds puisque voilà, les phases d'innovation, comme on l'a vu, il y a différents phasages. En plus, mais de revenir en arrière, donc un peu plus on va dire, de flexibilité. Par contre, au niveau des investissements, il faut pouvoir faire demande avant la signature des bons de commande. Puis enfin, voilà, c'est là, nous, on va, en tant que société de conseil, on va être créateur de valeur, on va dire, c'est sur la partie optimisation des budgets. Aller aussi sur des dispositifs de valeur ajoutée qui nécessitent un wording bien payé. J'attire votre attention sur le fait pour pouvoir bénéficier d'aide à l'innovation, il faut évidemment présenter un projet innovant. C'est le point de départ. Ils vont être de plus en plus attentifs sur le retour sur investissement, sur l'impact de votre projet, sur votre filière et sur votre écosystème. Et ce sont des choses maintenant qui sont regardées très attentivement par les financeurs publics. Donc, ne sous-estimez pas cette partie-là. Et de la même manière, ne sous-estimez pas la partie aval. Une fois que vous avez obtenu l'aide, donc il y a un gros travail qui est effectué. Mais vous avez vu sur le CIR, il peut y avoir évidemment des contrôles. Et puis également, pour solder vos aides, demander les échéanciers, faire les demandes de solde. En fonction des dispositifs, ça peut plus ou moins lourd. Quand on parle notamment de fonds européens, de fonds FEDER, on a un formalisme qui est très particulier, qui est très pointu pour faire vos demandes de solde. Donc, mettez bien en place des process de votre entreprise pour bien collecter tous les éléments au fil de l'eau et vous éviter au bout de 3 ans en programme d'avoir à courir après vos justificatifs. Donc voilà, je vais vous présenter quelques cas concrets pour illustrer tout mon propos. Alors, on aura des cas vraiment dans le digital et d'autres un petit peu moins. C'est pour un peu prendre de la hauteur pour que vous voyez un peu tout le champ de l'innovation. Donc, GFP, c'est une entreprise qui est une ETI, qui est un des leaders en France, voire le leader, pour tout ce qui est gestion des contrats de prévoyance pour les grands comptes. Donc, un Airbus, un SNC va passer par des entreprises comme GFP pour gérer tous ces contrats prévoyance mutuelle pour le compte de ses salariés. Donc, GFP, c'est leur cœur de métier, c'est les systèmes d'information.
c'est du développement informatique. Et donc, quand on rentre en contact avec l'entreprise en 2012, le contrôle fiscal qui justement dit sur les 180 000 euros de CIR demandés, il y a un retocage de l'intégralité, sur les 220 000, pardon, il y a un retocage sur l'intégralité des travaux, puisque la justification avait été très light par le chef d'entreprise, et donc il remettait en cause tout le crédit d'impôt recherche. Donc nous, sur les 220 000 euros, on s'est concentré sur un projet principal, puisque l'autre, c'était vraiment l'innovation, ils n'étaient pas éligibles. Et donc, on a réussi à récupérer les 180 000 euros. En parallèle, le dirigeant travaillait sur une ouverture de formation. Donc, on a fait une demande de subvention à la région qui a demandé à un expert de Polytech, qui est l'école informatique de Tours, de bien valider qu'on était sur des travaux de R&D. Donc, l'expert a rendu un rapport d'expertise favorable qui nous a permis à la fois d'obtenir l'aide, la subvention de la région, et être la base de notre rescrit fiscal qui nous a permis de sécuriser pendant 200 000 euros de crédit d'impôt recherche sur les trois années. Donc là, on voit vraiment l'effet de levier entre les aides et le fait que des aides à la R&D peuvent sécuriser le crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous montrer justement l'optimisation qui peut être faite. Donc, Map Silico, on est sur une start-up Tourangelle, donc là qui est à la croisée des chemins entre les biotech et le domaine informatique, puisque donc ils vont faire des simulations informatiques de phase d'essais cliniques. Donc, c'est de l'optimisation in silico, voilà, de la bioproduction. Donc, ça permet de faire gagner un temps énorme pour des phases cliniques, pour des choses qui sont modélisées informatiquement. Donc, ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est quand on a postulé au concours Innov, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure sur la vague 9, là, on était sur la vague 3, l'entreprise avait des fonds propres très faibles. On était avec 4 collaborateurs et 100 000 fonds propres. Ce qui avait une levée de fonds qui était en cours de closing, avec déjà d'intention qui avait été faite pour passer le niveau de fonds propres avec la levée de fonds à plus de 2 millions d'euros. Donc, on a fait le travail, on a pris de l'avance pour postuler au concours Innov, obtenir la convention. Et la convention disait, vous avez 3 mois pour passer votre niveau de fonds propres suffisamment pour obtenir une aide d'1 million d'euros, puisqu'il fallait au moins 1 million d'euros de fonds propres pour bénéficier de l'aide. Et donc ensuite, il y a eu un effet accélérateur, il y a eu un effet boule de neige, puisque la convention a été présentée évidemment au fonds d'investissement qui avait déjà émis des marques d'intérêt et a accéléré la finalisation de la levée de fonds qui a permis derrière, évidemment, de bénéficier de la subvention du concours d'Innov. Donc, de subvention, hein, mais on était sur la vague 3 à 2 tiers de subvention et 1 tiers d'avance récupérable. Donc, Abyss Médical, on n'est pas dans le domaine informatique, mais c'est pour vous montrer que voilà, les financeurs vont vraiment raisonner et siloter par projet. Donc, on accompagne une entreprise, mais on accompagne un projet d'une entreprise. Donc, Abyss Médical, c'est une entreprise qui est basée en Charente-Maritime, qui travaille sur les dispositifs médicaux et qui avait plusieurs projets, justement, comme je vous disais, très orientés R&D innovation. Nous, tout le travail, ça a été de montrer justement quel était l'impact sur son marché, quelles étaient les retombées. C'est ça qui nous a permis de gagner eLab, donc, qui est le concours dédié aux startups. Et donc là, on a une clôture qui se fait au 1er février sur le concours eLab, qui est vraiment dédié aux startups dans leurs 3 premières années d'existence, qui est le petit frère de Innov. En plus de ça, donc, il y avait 3 projets. Donc, sur un gros projet, on l'a siloté et on l'a présenté au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, au niveau de BPI France. Et en complément, on a validé du crédit d'impôt recherche sur les différentes années. Et donc, on arrive à un taux de soutien, vous voyez, de la R&D qui est proche de 50% en cumulant toutes les années. Enfin, je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que j'aurais pu en parler 1 heure. Mais comme je vous disais, 95% des dotations, elles sont versées sur les fonds structurels, les fonds FEDER notamment, et le reste sont versés directement par l'Europe sur ce qu'on appelle donc le programme Horizon 2020, Horizon Europe, sur des programmes soit de projets collaboratifs de R&D, soit sur des très ambitieux d'innovation de rupture, voire deep tech, pour soutenir les pépites et donc avec des niveaux d'intention très puissants en termes de financement. Par contre, ce sont des programmes très élitistes. Si on parle du programme EIC Accelerator, qui est un peu le programme générique
on va avoir 2 à 3% d'élus au niveau européen. Donc là, on était plutôt sur un appel à projet spécifique dans une filière, donc un projet Blue Economy. On a une startup qui a multiples implantations, donc en gros qui fabriquait des kites géants pour mettre sur les cargos pour permettre de réduire drastiquement les consommations de kérosène. Et donc, la mise à l'échelle de ce kite sur des formats, on va dire, à l'échelle vraiment industrielle, fait qu'on a présenté un programme de R&D de 3,6 millions et qu'on a été lauréat pour une subvention. Donc là, c'était 100% de subvention, 2,5 millions d'euros, avec des soutiens donc, qui vont jusqu'à 70% sur de la recherche industrielle. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça n'a pas trop lagué. A priori, il y avait des problèmes de connexion et ça a un petit peu coupé. Donc, on va passer aux questions, mais juste pour vous expliquer notre mode de fonctionnement. Donc, moi, je suis là pour, dans un premier temps, rencontrer les entreprises et discuter de leurs projets et valider un potentiel en termes d'aide publique. Et dans un second temps, évidemment, si on voit qu'il y a des sujets à creuser, là, on passe par un contrat qu'on vous présente pour vous accompagner et basculer vers nos ingénieurs, vers nos consultants qui ont des profils docteurs, ingénieurs, qui vont faire le travail d'authentification des aides et ensuite le montant dossier par rapport au plan d'action qui a été validé par vos soins. Donc, si vous avez besoin qu'on s'entretienne justement pour creuser un petit peu vos projets, je suis à votre disposition. Et évidemment, là, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Thomas. Je vous laisse si vous avez des questions. C'était assez complet. Donc, si vous avez des questions peut-être plus spécifiques sur vos projets en particulier ou sur des questions un peu plus larges, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'ai juste une question par rapport au statut de jeune entreprise innovante. Vous avez dit que du coup, ça a été prolongé jusqu'à 11 ans. Sur quoi se base l'administration? Est-ce qu'il se base sur la date d'immatriculation de l'entreprise ou c'est une autre date qui est liée par exemple au lancement de l'activité? Sur quoi il se base pour justement cette durée de vie? Oui, tout à fait. Date d'enregistrement de votre entreprise au RS. D'accord, ok. Bon, du coup, c'est assez clair pour moi. Après, moi, je n'ai pas d'autres questions sur les autres sujets. C'était assez clair de mon côté sur les autres points. Parfait, merci. Dans tous les cas, on vous enverra la présentation aussi dans la journée, dès que je la reçois de la part de Thomas. Je vous la retransférerai, donc vous pouvez retrouver toutes les infos qui ont été citées aujourd'hui. Puis, on peut se dire encore quelques minutes pour ceux qui ont des questions qui leur arrivent en tête. J'ai l'impression que c'était assez clair, Thomas. Donc, tant mieux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. C'était assez dense. Hein. Désolé, mais c'est le contexte qui veut ça. Donc, en gros, si on veut résumer, il y a forcément un outil en face de vos projets, hein, quel qu'il soit, que ce soit entre pays au niveau régional, vos interlocuteurs, vos chargés d'affaires, région, ou après sur des projets plus ambitieux au niveau national, voire européen. Il y a forcément, et en complément du crédit d'impôt recherche ou innovation, voilà, il y a forcément des outils en face de vos projets pour les faire financer. écoute, s'il n'y a pas de questions, ça me paraît être une très très bonne conclusion finalement. Jonas, tu voulais intervenir? Enfin, j'avais deux choses en tête. À un moment donné, il y avait une notion que je n'ai pas compris. Moi, c'était le régime ATML. C'est peut-être un peu précis comme question sur une des slides. Je ne sais pas si vous voyez laquelle je veux dire. En tout cas, je voulais savoir ce que c'était exactement. Donc, c'est le fameux régime Covid-19 donc, qui a été créé en mars 2020, comme je le disais, pour… si je réponds bien à cette question, attendez, je reprends le slide, mais je crois que c'est ça. Oui, c'était en lien avec le Covid, mais je ne voyais pas ce que c'était. Oui, c'est le fameux… Enfin, après, c'est le nom du régime, c'est plutôt le régime Covid. Et donc, c'est un régime qui
qui a visé à accompagner pendant la pandémie. Comme le plan de relance était des aides à l'investissement, normalement, les aides aux investissements sont dédiées aux PME. C'est-à-dire que quand on rencontre une ou un grand groupe et qu'elle présente un investissement purement productif, elle ne peut pas être soutenue parce qu'il n'y a pas de régime en face. Donc là, ils se sont dit, voilà, la crise elle rayonne sur toute taille d'entreprise. On va ouvrir un régime spécifique Covid qui dit, moi, je peux intervenir jusqu'à 800 000 € dans la limite de 80 dépenses pour toute entreprise, quel que soit le moment qu'elle ait eu un acte négatif Covid. Et donc, c'est ce régime-là qui a été prolongé d'abord une fois jusqu'au 31/12/2022, 2021 et une deuxième fois jusqu'au 31/06/2022, des plafonds qui ont augmenté, puisque certains avaient déjà été, par exemple, au taquet des 800 000 € et ne pouvaient plus prétendre à ce régime Covid. Donc, ils ont augmenté le plafond pour que, éventuellement, s'ils avaient des nouveaux projets à présenter, notamment pour les grands groupes qui ont différentes filiales, puisque ce plafond est consolidé aux groupes, qu'elles puissent postuler et être accompagnés sur les dispositifs du plan de relance. D'accord. Ça, c'était la première question. Donc, merci, c'est très clair. La deuxième remarque, c'était une présentation qui se voulait nationale, dans le sens où vous n'avez pas mis en avant les particularités sur la Nouvelle-Aquitaine, qui peut avoir aussi des lignes spécifiques liées à la transfo numérique notamment, qui ne vont pas être issus des financements Europe ou État, mais voilà. C'est juste pour inviter, je sais que Géraldine suit peut-être, enfin, si je ne me trompe pas, il y a bien des financements qui sont spécifiques. Inviter les entreprises à où chercher l'information pour ce genre de dispositif, pour être un peu plus complet sur ce point-là. Oui, vous avez raison. C'est vrai que j'ai volontairement pris de la hauteur parce que je sais que SPN est très proche de la région et de BPI et que vous avez l'habitude d'interagir avec eux. Mais c'est vrai que ça peut nécessiter des précisions. Oui, c'était surtout pas une critique, c'est déjà hyper complexe. Ouais. Mais je me dis qu'on entend parler des fois d'aide et qu'on n'a pas retrouvé là. C'est parce qu'elles sont spécifiques régions, en fonction des régions, quoi. Alors, tu as fait une slide, Thomas, il y avait une slide où effectivement tu as évoqué le programme, le chèque transfo numérique, les aides aux conseillers, etc. Et tu as fait une slide, Thomas, si je ne me trompe pas. Parce que moi, ça a coupé à un moment donné, j'avais plus de… Oui, non, mais c'était synthétique. C'était synthétique sur la partie programme Transfonum, chèque Transfonum. Voilà, c'est ça que je n'ai pas retrouvé parce que moi, ça a coupé pendant 5 minutes chez moi. J'avais plus de… Mais c'était lié à mon Internet, je pense. Donc voilà, c'était une slide effectivement synthétique et après, ça nécessite effectivement de pouvoir pousser un sujet un peu plus loin avec les entreprises en termes d'éligibilité, mais effectivement, il y a pas mal de choses à la fois sur la transfo numérique et puis il y a des aides au développement, j'allais dire plus classiques, sur de l'aide à l'investissement, au recrutement, de l'aide au conseil stratégique également, sur lequel vous pouvez être à la fois offreur, j'allais dire entre guillemets, de compétences ou bénéficiaire. Voilà, c'est aussi, Thomas le disait tout à l'heure en termes d'argumentaire commercial, c'est aussi un point important, vous, d'avoir la connaissance de ces aides pour que vos clients puissent aussi s'inscrire dans ces dispositifs-là. Donc, effectivement, il y a tout un panel de dispositifs et ça peut être vu au cas par cas avec Rita. Voilà, avec moi, il n'y a pas de problème. Ou également tout le programme Perm Industrie, où en effet, indirectement, vous pouvez faire avancer l'industrie sur ces sujets-là et donc rentrer dans des phases de conseil avec des organes, des institutionnels ou des fédérations type métallurgie ou autres pour accompagner les filières industrielles sur ce volet de la transition numérique. C'est vrai qu'on parle beaucoup, moi j'ai parlé uniquement des financements, mais il y a toutes les phases d'accompagnement et de conseil qui sont adossées à tous les financements et qui sont très importantes. Il y a une aide globale à la région qui est l'aide au conseil stratégique. Je crois que tu l'as évoqué aussi, Thomas, qui permet de s'inscrire dans plusieurs thématiques. Okay, non, mais ça a coupé quand ça est passé. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Je la retrouverai dans les slides que vous allez envoyer. Ouais. Après, il y a un site, la région Nouvelle-Aquitaine a fait un gros effort pédagogique, on va dire, sur
sur l'explication de ces aides, il y a un site qui est très, très bien fait, hein, les aides Région Nouvelle-Aquitaine, où on retrouve quand même, voilà, même si ça nécessite de passer par des phases peut-être de traduction ou d'explication, mais voilà, il y a un site qui est quand même assez bien fait, je trouve. Voilà. Oui, d'autant que nous, on travaille sur toute la France. Je peux vous confirmer que la région Nouvelle-Aquitaine est la région la plus interventionniste en France au niveau des aides publiques et de l'accompagnement des entreprises. Ça vient d'une volonté politique, mais qui se traduit sur le terrain avec les aides et l'accompagnement que vous pouvez rencontrer. Bertrand, tu veux intervenir? Ouais, j'ai une petite question à poser. Est-ce qu'il y a une taille critique de projet pour avoir accès à toutes ces aides? Parce que là, on a parlé de projets qui mobilisent des centaines de milliers, voire des millions d'euros. À partir de quel montant un projet est crédible? Par exemple, si vous interrogez BPI au niveau régional ou la région, on va dire qu'à partir en fonction, si vous êtes sur des phases de faisabilité ou des phases de développement, eux vont pouvoir intervenir, j'ai envie de dire, à partir de 100 000 euros de dépenses, ou voire même moins. Après, monter en effet un dossier pour demander par exemple 5 ou 10 000 euros d'aide publique, c'est pas sûr que vous passiez dans les priorités. Je n'ai plus les planchers en tête, mais j'ai envie de dire que 100 000 euros, ça me paraît être une base crédible pour faire une demande de financement public. Pour rappel, les programmes de R&D peuvent généralement porter jusqu'à 24, voire 36 mois. Donc, on présente un programme de 6, on va dire grand minimum 6 à 36 mois. Et donc, on se projette aussi sur des dépenses futures, voire même sur des dépenses que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre entreprise, en intégrant des recrutements que vous souhaitez faire pour mettre à bien votre projet d'innovation. Contrairement au TIR, qui est factuel, qui analyse les dépenses réellement sur l'année -1. Ok, merci. Pour info aussi, ça peut être important de le préciser, BPI France, donc, comme vous l'avez vu, intervient en subvention sur de la faisabilité et en prêt sur de la partie développement. Évidemment, tout le monde préfère aller chercher de la subvention. Les budgets sont beaucoup plus contraints sur la partie subvention que sur la partie prêt. Et ils vont demander et ils vont évidemment être très attentifs sur le fait que vous présentez un vrai projet de faisabilité et pas un projet de développement déguisé pour bénéficier de subventions. Ce qui est bonne guerre, hein, mais ils vont être très précautionneux là, parce que forcément, les budgets de subvention sont beaucoup plus contraints que ceux qui vont être faits sous forme de prêt. Et là, je parle aussi bien au niveau classique, aide de faisabilité ou aide au développement, ou sur les programmes d'investissement régionalisés qui vont tomber là au premier semestre 2022. Merci beaucoup, Thomas. Et Merci à tous. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des demandes spécifiques sur vos projets, à revenir vers moi ou vers Géraldine sur tout ce qui va être transformation numérique. Et puis je reviens vers vous avec donc la présentation qu'a fait Thomas aujourd'hui. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, Merci. au revoir. Merci, bonne journée.